Donc c'est du cyberharcèlement dont je vais vous parler. Et finalement, en 2017, ça fait très exactement 15 ans que le cyberharcèlement a été identifié. Donc on n'a plus affaire à quelque chose de neuf ou de récent. On ne peut plus parler des nouvelles technologies. Il s'agit bien de quelque chose d'ancien. 2002, c'est vraiment l'acte de naissance du cyberharcèlement. Et les faits, les circonstances dans lesquelles ce phénomène a été observé valent d'être signalées parce qu'au fond, à travers l'incident qui a intéressé les chercheurs, on s'aperçoit que tout pratiquement était dit, c'est-à-dire tout ce qui allait se déployer autour de ces nouvelles formes de violence, enfin ces formes de violence qui ne sont plus nouvelles, était dit dès l'origine. L'anecdote est la suivante, c'est un garçon canadien, 14 ans, il se filme lui-même en train de mimer une scène de la guerre des étoiles. Bon, il est un peu ridicule comme on l'est à 15 ans quand on mime une scène de la guerre des étoiles. Et puis, il laisse traîner, c'est une cassette à l'époque, la cassette dans son établissement scolaire. Et deux de ses camarades la numérisent et la mettent sur les sites de partage de vidéos de l'époque. Ce garçon, aujourd'hui, est adulte, bien sûr. Il a donné récemment une interview dans laquelle il disait que il y avait plus d'1 milliard de vues de cette vidéo. Les parents d'abord, lui-même après, ont tout fait pour retirer la vidéo. Elle est toujours là. Et d'ailleurs, les internautes s'en sont mêlés. L'un a rajouté de la musique, celle de la guerre des étoiles. Un autre a rajouté des effets vidéo au bout du bâton. Et je vous dis que dans cette histoire, il y a absolument tout. Et il y a les 3 aspects du cyberharcèlement. Un, on va s'apercevoir du pouvoir qui est entre les mains de jeunes gens du fait de ces technologies de l'information et de la communication. Alors, aujourd'hui, c'est le téléphone portable, bien sûr, qui va servir de point de départ très souvent au cyberharcèlement. En donnant un téléphone portable qui est un smartphone et en le donnant de plus en plus jeune. On sait que l'âge moyen du premier téléphone portable, c'est 11 ans. Bien souvent, c'est avant. En donnant donc à un jeune enfant cet outil-là, sans rien d'autre, comme ça, tiens, voilà, on lui met entre les mains le pouvoir d'un paparazzi. Plus que le pouvoir d'un paparazzi, parce qu'un paparazzi réfléchit avant d'envoyer une vidéo ou une photo. Réfléchit aux poursuites éventuelles. Voyez. Donc, c'est ce pouvoir qui, en l'espace d'un clic, de quelques clics, peut créer une catastrophe. Deuxièmement, on va s'apercevoir de ce qu'on appellera le boulet numérique. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui va vous suivre, que vous allez porter, que vous allez traîner toute une vie. Et que ce qui est en ligne ne disparaît pas si facilement que cela. Et puis troisièmement, on va s'apercevoir que il y a toute une série de complices. Dans le harcèlement, j'allais dire classique, celui qu'on connaît bien et depuis longtemps, il y a un face-à-face. Tandis que là, c'est extraordinairement facile de trouver des relais. Un chercheur luxembourgeois, Georges Stevgen, dit que le cyberharcèlement va solliciter comme ça des tierces personnes qui vont venir en relais. Enfin, alors, volontairement ou involontairement. Regardez dans l'histoire de cet adolescent canadien. Évidemment, il y a ceux qui, très volontairement, très consciemment, ont rajouté des effets vidéo au petit film, mais tous ceux qui vont relayer cette vidéo. Et attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, là, en train de vous parler de cette affaire-là? Sinon, de relayer encore une fois. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone? Vous croyez que je ne vous vois pas? Vous êtes en train de regarder la vidéo. Et nous voici tout à coup tous complices. Or, c'est bien ça le problème du cyberharcèlement.
Et c'est bien cette question-là qu'il va falloir de façon obsédante poser aux jeunes gens aujourd'hui. Dans ce que Jules Ferry disait, ces 1000 occasions qu'offre la classe. Ces occasions de discuter avec les jeunes, avec les enfants, avec les adolescents. Qu'est-ce que tu fais dans telles circonstances? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as entre tes mains un pouvoir absolument gigantesque, absolument phénoménal? Vous voyez que dans ce point de départ, dans cette histoire qui a... C'est Bill Belsay, le professeur canadien, qui a fait connaître. Mais après, tous les chercheurs ont réfléchi à cette anecdote de ce garçon canadien, parce qu'il me semble qu'elle dit à peu près tout de la nature du cyberharcèlement, qui alors, pour une part, est évidemment le complément du harcèlement classique, mais pour une autre part, a aussi une logique assez particulière, assez spécifique. J'aurais tendance à présenter, moi, le cyberharcèlement, pour ne plus s'arrêter à son origine, mais à examiner sa situation d'aujourd'hui. J'aurais tendance à voir le cyberharcèlement selon deux scénarios assez différents. Et même peut-être sur le papier opposé, parce que la logique est effectivement inverse. La première forme, qui est la plus commune et que vous avez certainement eu l'occasion de traiter, bien sûr, nous avons tous eu l'occasion de traiter, c'est cette forme selon laquelle, disons que le harcèlement à l'école va se prolonger par le harcèlement en ligne. Une victime, déjà harcelée à l'école, le sera le soir, ensuite, par téléphone portable, par réseau social. Ce qui fait que harcèlement et cyberharcèlement, de ce point de vue-là, se tiennent par la main. L'un serait le prolongement de l'autre. Ce qui s'est fait à l'école est discuté le soir sur les réseaux sociaux, et ce qui est discuté le soir sur les réseaux sociaux a des conséquences le lendemain à l'école. Un chef d'établissement me disait, on a affaire à une cyberembrouille. C'est ça. C'est quelque chose qui n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, et ça a des effets terribles pour les victimes. Parce que ça en amplifie les conséquences de façon extraordinaire. Le harcèlement n'a plus de limite dans le temps, il n'a plus de limite dans l'espace. Plus de limite dans le temps, jusqu'à présent, avant le cyberharcèlement, un élève victime de harcèlement, d'intimidation en classe, le soir, il rentrait chez lui, il avait la paix. Le domicile était protégé. Les vacances scolaires, également. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela, j'ai souvent eu l'occasion de l'entendre de la part de victimes de harcèlement, c'est aussi pour cela que les victimes répugnaient à en parler chez eux. Comme s'ils voulaient, beaucoup me l'ont dit, préserver le domicile. Vous voyez, c'est l'endroit où il y a la paix, c'est l'endroit où on n'en parle pas, c'est l'endroit où ça ne se produit pas. Eh bien si. Maintenant, avec le cyberharcèlement, ce sera 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Pas de limite non plus dans l'espace. Jusqu'à présent, le harcèlement était limité à un établissement scolaire. Là, une photographie, une vidéo peuvent faire le tour de la planète en l'espace de quelques clics. Donc extension considérable dans l'espace et aussi dans le temps, ce qui a pour conséquence un accroissement de la vulnérabilité des victimes. L'enquête de l'UNICEF de 2014 montre que le cyberharcèlement est corrélé avec tous les risques liés à l'adolescence. Il augmente le risque de suicide, il augmente le risque de conduite addictive, il augmente tous les risques. Il multiplie le risque suicidaire par 4. Et il y a en plus autre chose, c'est que l'agression va arriver par le téléphone. Et le téléphone, chez les adolescents, et peut-être pas seulement chez les adolescents, il y a quand même une charge affective très forte. C'est une partie de soi-même, vous voyez, presque.
D'où l'idée qu'effectivement, alors confisquer un téléphone, ça c'est une absurdité non seulement juridique, mais éducative. Bien sûr, c'est par là que l'agression va arriver. Donc on a un accroissement du sentiment de vulnérabilité qui va être très fort. Alors ça, j'allais dire, c'est le scénario 1. Et pour ce qui est de le traiter, alors on aura l'occasion d'en parler plus précisément demain, mais pour ce qui est de traiter cette forme de harcèlement, au fond, ce qu'on peut mettre en œuvre pour le harcèlement classique fonctionne aussi pour le cyberharcèlement. On verra en particulier que les 3 méthodes qui ont fait leurs preuves à l'étranger, Picasse, Farsta ou Noblem, peuvent aussi parfaitement s'appliquer aux situations de cyberharcèlement. En revanche, et là je vais rejoindre aussi des points qui ont été abordés tout à l'heure, en revanche, l'autre scénario qui me semble plus dangereux, c'est celui qui a une logique inverse. Dans le premier cas, on avait un harcèlement à l'école qui se prolonge en ligne. Là, on aura l'inverse. C'est-à-dire quelque chose, une agression qui se produit en ligne a des conséquences sur ce qui se passe à l'école. Une photographie, une vidéo qui va circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou qui va passer d'un téléphone portable à un autre, va être à l'origine d'un harcèlement à l'école. Et bien sûr, le sexting, ou sa forme la plus dure du revenge porn, sont les formes les plus connues et les plus graves de ce second scénario. Je vais m'arrêter un moment sur le sexting. D'abord parce que la question me préoccupe depuis longtemps, et deuxièmement parce que c'est la forme la plus assassine, la plus dangereuse. Elle a fait des morts, et je crains bien qu'elle en fera d'autres. Et puis troisièmement, parce qu'elle me semble, là encore, nous montrer à la loupe, en très gros, ce qu'est le cyberharcèlement. Donc le sexting, c'est l'émission et la réception de photographies à caractère soit dénudé, soit à caractère sexuel, et qui vont passer d'un téléphone portable à l'autre, et puis après se retrouver sur différents sites pornographiques. Le sexting, c'est une tragédie en 3 actes. Acte 1, une photographie, une vidéo qui avait été confiée dans un cadre intime et tout à coup mise en public. À la base, il y a une trahison, le plus souvent. L'acte 1, j'ai peur, hélas. Bien sûr, on peut prévenir. Bien sûr, on peut dire aux jeunes gens de faire attention. Bien sûr. Sauf qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et, passez-moi l'expression, mais des salopards, il y en a toujours eu, et ce n'est pas les technologies de l'information et de la communication qui vont en réduire le nombre. Simplement, elles leur donneront d'autres moyens. Acte 2, le sexting ne devient véritablement dangereux, parce que si chacun gardait la photographie pour lui ou la mettait à la poubelle, il n'y aurait pas de sexting. L'acte 2, c'est celui par lequel une série de jeunes gens recevant cette photographie vont immédiatement la relayer à d'autres. Alors là, quand même, avant même d'arriver à la question juridique, il y a la question de ce que peut faire l'école. Il faut inciter tous les personnels de l'éducation à se saisir, là encore, de chaque moment que nous offre la classe, à mettre cette question en discussion avec les jeunes. Parce que, vous disiez tout à l'heure que certains enseignants acceptaient de recevoir une association en 5e 4 pour après reprendre le cours de l'enseignement. Non, il faut aussi que les enseignants fassent autre chose. Enfin, maintenant, l'éducation morale et civique est en place. Les heures de vie de classe. Mettre en débat cette question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une photographie de ce type? Qui peut venir dire en face, je la relaye, je la renvoie?
Ce débat-là, mais je dirais même qu'il est engagé dans les familles, le soir à table, avec les enfants. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une photographie de ce type? Si chacun la met à la poubelle, si chacun la détruit, il n'y a pas de sexting. Donc on voit bien que ce pouvoir que chacun a de créer une catastrophe, ne serait-ce qu'en cliquant, eh bien, on peut l'arrêter. Donc il y a ce débat, incontestablement, à mener avec les jeunes. Et j'ai l'impression que ce débat-là, cette discussion-là, elle n'est pas très difficile. La seconde le sera beaucoup plus. Elle n'est pas très difficile parce qu'au fond, qu'est-ce qui manque ici? C'est la parole d'un adulte qui dit stop, là, non, ça non, on ne le fait pas. Un adolescent envoie, vous savez combien envoie un enfant, un adolescent envoie de textos par jour? La réponse est beaucoup. Et même énormément, des centaines. Hein. Je ne sais même pas d'ailleurs qu'il faut avoir plusieurs doigts, je ne sais pas comment il faut, plusieurs mains, je ne sais pas comment il faut faire. Mais bon. Mais c'est ça. Et très souvent, un texto n'est jamais que la réexpédition de l'un qui a été envoyé, ou d'un avec un émoticône. Vous voyez, il n'y a pas de temps de réflexion entre le moment où c'est reçu et le moment où c'est renvoyé. Ce temps-là, il faut apprendre à nos jeunes à dire attention. J'ai cru comprendre qu'une ancienne compagne d'un ancien président de la République avait dit qu'il faudrait qu'elle tourne plusieurs fois son pouce avant de tweeter. Mais je crois qu'il faudrait aussi apprendre à nos jeunes à tourner plusieurs fois leur pouce avant de tweeter. Il y a un acte 3. Et l'acte 3, c'est celui-là par lequel le sexting va devenir extraordinairement dangereux, assassin. C'est comme cela qu'une victime de sexting va se trouver en danger de mort. L'acte 3, c'est celui par lequel les élèves de la classe ou de l'établissement vont tout à coup, tels les furies antiques, tomber sur la cible, en la traitant de tous les noms. Et c'est dans ces moments-là qu'une jeune fille, car très souvent ce sont des jeunes filles qui en sont les victimes, est en danger de mort. Quelle force faut-il pour résister à la pression d'une classe entière? Et là, il y a un autre débat engagé avec les adolescents, il n'est pas simple. Ce débat consiste à examiner avec eux, mais où est la faute? Qui, dans cette affaire, a commis une faute? Par 3 fois, dans la période récente, j'ai eu l'occasion de discuter avec des lycéens dans cette année scolaire, 3 fois, présentant la question du sexting. Et à chaque fois, j'ai eu une jeune fille qui m'a arrêté en me disant « Mais c'est de sa faute, pourquoi elle a fait ça ?» Je m'aperçois d'ailleurs qu'à l'acte 1, ce sont des garçons qui sont concernés. À l'acte 2, ce sont les garçons qui sont concernés. À l'acte 3, ce sont les filles. Ouais. Oui, là, il y a un vrai débat. Il y a une vraie discussion. Je suis désolé. Au sens moral, philosophique, je ne vois qu'une définition de la faute. Faire du mal consciemment à autrui. Je ne vois pas quelle faute a commis la jeune fille qui s'est laissée prendre dans le piège du sexting. Tout au plus a-t-elle commis une imprudence. Expliquer aux jeunes gens qu'ils mettent très gravement en danger la vie de quelqu'un par ces espèces de réactions réactions de foule, réactions de groupe, et qui sont alors, elles, difficiles à contenir. Là, je pense qu'il y a un véritable chantier. Voilà pour, très brièvement, mais je crois c'est bon, je suis dans les temps, oui. Bon, voilà très brièvement décrit la logique du cyberharcèlement qui exige incontestablement de tous les acteurs. Oui, c'est un défi, c'était le titre qui avait été suggéré pour l'intervention, c'est un vrai défi qui nous est lancé. C'est un défi dans la mesure où on est dans une situation, vous savez, on considère, c'est un chercheur américain qui a avancé cette idée-là, que les digitales, fait la distinction entre les digitales natives et les digitales immigrantes. Les digitales natives, c'est ceux qui sont nés après 1995. Et les digitales immigrantes, c'est ceux qui sont nés avant.
Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de digital natives ici, sans vouloir être déplaisant. Mais c'est vrai qu'on est dans une crise. On est dans une crise de l'expérience. C'est-à-dire qu'on a des jeunes gens, tous nos élèves sont aujourd'hui des digital natives. Tous les parents, quasiment tous les parents, sont des digital immigrantes. Tous les enseignants et tous les personnels de l'éducation sont des digital immigrantes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une réalité dans laquelle les jeunes gens vivent, qui est une réalité numérique avec des risques numériques, et d'un autre côté, il y a des adultes qui n'ont pas eux-mêmes, lorsqu'ils étaient adolescents ou enfants, fait l'expérience de ces risques. Et il y a cette espèce de liaison, de transmission à faire en s'emparant nous-mêmes. C'est pas la peine de vouloir essayer d'être omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine de vouloir être plus sur Facebook ou sur ailleurs que nos élèves, c'est pas le but. Simplement, c'est que notre parole d'adulte se confronte à des réalités nouvelles auxquelles les jeunes sont confrontés. Je pense que c'est un chantier qui est gigantesque. Lorsque j'ai l'occasion de parler de ce problème avec des jeunes, tous voient de quoi je parle. Lorsque j'en parle avec des enseignants, un peu l'impression qu'on commence par me dire « c'est quoi ?» il y a une méconnaissance qui est évidente. Le mot n'est pas connu, la réalité n'est pas connue non plus. Cette situation n'est pas satisfaisante. Il faut absolument que nous engagions une réflexion sur cette question. On y travaille. On a prévu quelque chose au sein de la délégation. Donc je crois que c'est vraiment le chantier. Voilà pour mon intervention sur le sujet. Merci.